Interrogation du juriste sur la gestation pour autrui, nous y sommes. Hier, c'était les doutes du juriste sur le statut de l'enfant à naître. Donc, j'ai le regret de vous confirmer que, contrairement à d'autres intervenants qui avaient bien des choses à dire, je n'ai aucune certitude. Je suis pétri de doutes, d'inquiétude, d'optimisme, comme certains cet après-midi, je dirais, si j'avais un marteau, je ne vais pas vous faire chanter, si j'avais un marteau, ce serait dangereux. Parce que dans mes mains, un marteau est une arme par destination. Dans les mains d'un charpentier, ça peut faire des choses extraordinaires. L'outil n'est pas en cause. La main qu'il tient et le cerveau qu'il dirige peut l'être. Ne mettons pas a priori en cause les outils, réfléchissons sur les responsabilités des hommes. Alors, je n'ai aucune légitimité pour vous parler de maternité pour autrui, de mère porteuse. Vous aurez remarqué que je ne suis pas une femme, mais nos assises sur le genre m'avaient conduit à introduire un peu de doute sur cette question. Ceci étant, la première mère porteuse était probablement un père porteur. La cuisse de Jupiter, d'où sort Bacchus, Dionysos, mon dieu préféré dans la mythologie, allez savoir pourquoi, pose cette question du père porteur. Nous n'avions pas eu le temps de faire la conférence sur la maternité masculine, nous la ferons un jour, puisque les choses ont évolué. J'ai rencontré Thomas Beatty, notamment en Californie. Il y aurait bien des choses à dire. Donc, je suis ton père, pose un certain nombre de questions. Je suis ta mère, on l'a vu aussi à travers César, Marius et consorts. Alors, on nous enseigne aussi que la maternité pour autrui, pratique altruiste, a toujours existé. Un grand juriste a pu écrire qu'elle était le symbole de l'entraide féminine dans le combat contre la stérilité, altruisme, oui peut-être. Permettez-moi d'émettre quelques doutes quand on se replonge dans le droit de la Rome antique à travers le contrat de ventrem locare, de location de ventre. Il n'est pas question d'altruisme entre femmes, mais bien entre hommes, à travers le ventre, l'utérus, dirait-on aujourd'hui, de la femme. Un homme dont la femme était féconde pouvait la céder provisoirement, la louer ses fonctions de reproduction à un ami dont l'épouse était stérile. La cuisse de Jupiter pose bien des questions. En somme, alors les temps bibliques, bien entendu, on dit souvent que Sarah, ne pouvant enfanter, dit à Abraham, qui n'était pas encore Abraham, d'aller voir sa servante Agar. Oui, mais le sort d'Ismaël et celui d'Isaac ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis l'autonomie de la volonté d'Agar, servante, serva, esclave, pose quand même question. Et cette question, quand on sait que Agar va être rejetée ensuite, pose aussi question du libre choix, de l'autonomie. Je ne nie pas le possible altruisme entre femmes, mais je montrerai quelques diapos sur ce qui se passe en Ukraine notamment. On peut quand même douter parfois, mais parfois, d'un cas, je ne fais pas une décision tout à fait générale. On peut parfois douter du bien fondé de ces approches-là. Alors, quelques éléments de langage sur lesquels je passerai, je vous y renvoie. Maternité pour autrui, mère de substitution, mère porteuse, mère de naissance, mère gestationnelle, parent d'intention, couple accueillant, autant de fertilité dans nos imaginations pour qualifier cette relation, qui pose quand même la question de l'évolution. Le doyen Carbonnier l'a dit bien plus savamment, l'évolution de ce qu'est la famille, qui n'est peut-être plus tout à fait aujourd'hui seulement ce réseau tissé des jurés sanguinis autour du sang, autour de la biologie, mais il y a peut-être aussi de nouvelles familles, mais sont-elles si nouvelles? Quel est le modèle de la famille que nous pouvons présenter?
entre Romulus, Rémus et la Louve, mais aussi Mowgli, ses frères et sœurs, la famille Adams, Simon a 2 maisons, et puis le catalogue Cyrillus pour la famille Cyrillus. Qu'est-ce qu'une famille? Quel est le modèle qui est le nôtre aujourd'hui dans une société du XXIe siècle? Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'une mère? On l'a évoqué. Qu'est-ce qu'une mère? Le jugement de Salomon est magnifique parce que il y a 2 femmes. Qui sera jugée être la mère finalement? Ça n'est pas, si l'on relit le livre des rois, ce n'est pas celle qui est accouchée, ça ne nous est pas véritablement dit, c'est celle qui, pour sauver l'enfant, accepte qu'elle soit remise à l'autre femme. C'est celle qui aime. Il n'est pas question de biologie, il n'est pas question d'accouchement. Donc qu'est-ce qu'une mère, qu'est-ce qu'un père? Je passe, je me suis fait spoiler, c'est pas grave. 5 kilos d'amour. 5 kilos d'amour, effectivement. Cette filiation par le cœur, par l'amour, oui, par l'argent aussi. Parce que maître Panis, maître voilier, sur ce côté-là, en face de la mairie, hein, il faut prendre, pour aller à la mairie, le ferry-boat d'Escartefigue. Maître Panis, c'est quelqu'un. Marius faisait l'océanographe dans les mers du Sud, et il fallait, disait César, laisser un peu mesurer les autres. Des vérités juridiques, je les mets entre guillemets parce qu'elles sont remises en cause, mater semper certa est, et puis pater ises quem nuptiae demonstrant, oui, une présomption de paternité, parce qu'on sait très bien que là, avant l'avènement de certain nombre de tests génétiques, nous n'avions que des doutes. On dit qu'un enfant sur 30 n'est pas de son père et que c'est une très bonne chose. Personnellement, je ne suis pas inquiet, je n'en ai eu que 3, donc au 29e, je m'inquiéterai. Vérité biologique, ou alors j'ai rien compris à la science, mais c'est très probable. Vérité biologique aujourd'hui, bien entendu, et puis cette vérité, cette filiation par le cœur qui pose question, avec une autre question, faut-il être, pour être parent, être un parent biologique? Faut-il absolument être parent biologique pour élever un enfant, pour accueillir un enfant? Autant de questions qui se posent et qui posent la question des lois de bioéthique. Les lois de bioéthique dont on dit souvent qu'elles reproduisent la nature. Elles reproduisent la nature, c'est-à-dire quand on reprend, puisque moi aussi je lis les travaux parlementaires, on reprend les travaux parlementaires, Jean Leonetti écrivait l'assistance médicale à la procréation doit être examinée sous un angle médical, pas un angle sociétal. La médecine doit répondre à une pathologie, pas une insatisfaction, pas un désir d'enfant. Versus aujourd'hui, oui, mais il y a des infertilités qui ne sont pas physiologiques, qui ne sont pas liées à un défaut du corps, mais une infertilité sociale. Faut-il reconnaître l'infertilité sociale aujourd'hui? Alors, au-delà, bien sûr, de l'infertilité sociale dont il s'agit et à laquelle on pense, c'est-à-dire l'infertilité sociale de couples hommes, on pourrait penser aussi à la solitude, à l'impossibilité de trouver le compagnon, la compagne. Je ne parlerai pas des moches, je risquerais de m'y retrouver dedans. Les gens qui vivent seuls, ne sont-ils pas dans une sorte d'infertilité sociale? Pourquoi, à ce moment-là, les priver de la joie d'accueillir un enfant, procréer, engendrer, ou en tout cas accueillir? La loi, en tout cas, imite la biologie, reproduit le modèle pluriséculaire de la famille plénière, calque le modèle de l'assistance médicale à la procréation sur le modèle biologique. Il faut être en âge de procréer. Il y a des décisions très intéressantes récemment du Conseil d'État sur l'âge de procréer pour un homme né en 1946. L'agence de la biomédecine dit il n'est plus en âge de procréer, il ne peut donc pas bénéficier de l'exportation de ses gamètes. Le Conseil d'État le remet en cause. Il faut un couple homme-femme, il faut être vivant. Autant de questions qui privent de facto et de jure un certain nombre de nos concitoyens de ce désir d'enfant. Alors en l'instrumentalisant, puisqu'il n'a pas écrit à ce propos, les propos de Goethe dans Le siège de Mayence,
c'est dans ma nature, j'aime mieux commettre une injustice que de tolérer un désordre. C'est injuste, mais la réponse favorable serait synonyme de désordre. Ça nécessite de s'interroger sur quel désordre. Et nos sociétés ne sont-elles pas à même de réguler ce désordre autrement que par l'interdit? Autant de questions auxquelles je n'ai pas le temps malheureusement de répondre. Alors dans le silence du législateur, dans un premier temps, c'est la jurisprudence qui va répondre à cette question de la maternité pour autrui. D'abord par le biais de la Cour de cassation et du Conseil d'État, sur la question de la validité des associations d'entremise entre des mères candidates à l'altruisme et puis des couples ne pouvant accéder à l'enfant. Illicéité de l'objet de ces associations, à la fois pour le Conseil d'État et la Cour de cassation, puisque, nous dit la Cour de cassation, il y a atteinte à l'indisponibilité du corps, indisponibilité de l'état des personnes et déterminement de l'institution de l'adoption. L'adoption n'est pas faite pour donner des enfants à des parents, mais bien des parents à des enfants qui en sont dépourvus. On est dans les années 1980, la Cour de cassation, par sa plus haute formation, l'Assemblée plénière se prononcera très péremptoirement en 1991, encore une fois pour montrer son opposition à la maternité pour autrui, qui contrevient au principe d'indisponibilité du corps humain. On ne dispose pas du corps d'autrui, mais la femme gestatrice ne dispose pas non plus de son corps. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit hier. Ceux qui n'étaient pas là, tant pis pour vous, mais vous aurez les vidéos que vous pourrez consulter. Et puis cela porte atteinte au principe d'indisponibilité de l'état des personnes. Je passe rapidement donc des principes invoqués: indisponibilité du corps, inviolabilité du corps humain, non-patrimonialité du corps, j'y reviendrai, et indisponibilité de l'État, qui sont les principes qui sont mobilisés en droit. À la rigueur des juridictions répond, dès les premières lois de bioéthique, la rigueur du législateur. Toute convention, sans distinction, prêt, location, à titre gratuit, à titre onéreux, toute convention portant sur la procréation ou sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Et c'est une nullité d'ordre public. On ne peut donc déroger par une convention particulière à cette règle d'ordre public. Donc un interdit, une rigueur, une grande rigueur qui renvoie, diapo d'hier, à la relativité du droit. On l'entendait dans l'entretien avec Jean-François Mattei, relativité du droit, à la fois pour Montaigne, pour Pascal et pour nous. Oui, il y a des choses qui se font ailleurs. Une licéité d'ailleurs justifie-t-elle que nous fassions évoluer notre droit? Eh bien, la question peut être posée, mademoiselle Gobert la pose, parce que cette politique de l'autruche, ignorer ce qui se fait de l'autre côté des Pyrénées ou de la Meuse, eh bien, conduit à créer un risque de marché de l'accès à l'enfant, de marché du désir d'enfant, avec des intermédiaires peu scrupuleux. Donc le risque existe. Quelle réponse y apporter? Alors sur le risque, je crois que M. Friedman n'est plus là, mais j'avais mis cette diapo pour lui montrer qu'il est très utilisé sur les sites. Ici, c'est un site ukrainien pour faire accéder à l'assistance à la procréation et aux mères porteuses. Et vous voyez, il est mis en évidence sur ce site. Il y a probablement des voies de droit pour lui, mais on le lui fera savoir. Alors, je n'ai pas mis les visages, mais on vous montre les enfants déjà nés. Et puis surtout, sur catalogue, je n'ai mis que le haut des visages, vous pouvez choisir votre donneuse ou votre gestatrice. Je vais être très incorrect, mais elles sont toutes physiquement très intelligentes. Enfin, celles dont j'ai pu télécharger le profil. Et puis, bien entendu, tout ça a un prix parce que ça a un coût. Et on peut aller jusqu'au pack tout est complet VIP avec les différentes villas pour nos clients, chauffeurs, etc., etc. Donc il est vain de dire qu'il n'y a pas de marchandisation, mais cela ne veut pas dire que si nous le mettions en place en France, il y aurait marchandisation. Mais comme le disait Madame Gobert, ne l'ignorons pas.
la politique de l'autruche nous conduirait à créer des heuristiques de la peur sans nous préoccuper de cela. Alors la rigidité de la Cour de cassation, la rigueur plutôt de la Cour de cassation va perdurer au-delà des lois de bioéthique. Les 3 arrêts de 2011, en l'état de notre droit, il est contraire au principe d'indisponibilité de l'État de faire produire effet au regard de la filiation, il s'agit bien de la filiation en France, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour autrui, qui fût-elle licite à l'étranger et nulle d'une nullité à l'ordre public. Attention, on ne dit pas on va vous prendre vos enfants. On dit, au regard de la filiation en droit français, nous ne reconnaissons pas. Mais vos enfants, si la convention est licite à l'étranger, Californie, Ukraine, Inde, vos enfants ont une filiation établie, à patré, s'il est père biologique, le père d'intention, à matré, si le droit local le reconnaît, vous avez une filiation qui est établie en droit étranger. Mais nous ne reconnaissons pas cette filiation au regard du droit français. Arrêt de 2013 aussi, recours à une maternité, une convention de maternité pour autrui à l'étranger, licite à l'étranger, en demandant qu'elle produise des effets en droit français. C'est une fraude à la loi française, c'est une tentative de contournement, et donc, dit la Cour de cassation, il faut refuser, on justifie le refus de transcription de l'acte d'état civil étranger sur les registres d'état civil français de Nantes pour les enfants nés à l'étranger. Il ne s'agit que de droit et de validité de la Convention. Nul ne conteste que, au regard du droit étranger, l'enfant a une filiation établie. Mais cette filiation n'est pas établie au regard du droit français. La fraude corrompue, fros omnia corrumpit. Il y a ici une contrariété à l'ordre public international français. Alors, le Conseil constitutionnel, à propos de la loi sur le mariage pour tous, va rendre une décision importante au regard du spectre du contournement. L'éventuellement d'un détournement de la loi lors de son application, puisqu'on a dit si vous n'ouvrez pas en même temps que le mariage pour tous l'AMP et la possibilité de recourir à la GPA, il y aura des contournements. Le Conseil constitutionnel dit oui, probablement, mais l'éventuellement du détournement de la loi n'entache pas la loi d'inconstitutionnalité. Et donc ça n'est pas parce qu'on n'a pas ouvert l'AMP et la GPA à l'occasion de la loi pour le mariage pour tous que cette loi n'est pas constitutionnelle. Elle l'est, et on note qu'effectivement il y a un risque de détournement, de contournement aux autorités d'y veiller et d'y apporter une réponse, mais ça n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. Alors des juridictions autres se prononcent. Anecdotiquement, la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres ne sont pas tenus d'accorder un congé de maternité à des femmes, à des travailleuses ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse. Donc la mère accueillante, la mère d'intention, qui accueille l'enfant et qui est par ailleurs travailleuse, salariée, qui demande un congé de maternité, peut se voir sa demande acceptée par certaines législations et refusée par d'autres. Et pour la Cour de l'Union européenne, il n'y a pas de règle absolue en la matière et un État est tout à fait en droit de le refuser. Évolution aussi à travers la circulaire dite Taubira, la circulaire du 25 janvier 2013, une circulaire éponyme. Bien sûr, je ne peux pas vous la donner en détail, mais elle est importante parce qu'on a un acte d'état civil probant à l'étranger, donc il n'est pas remis en question. Le seul soupçon du recours à une convention de mère porteuse conclue à l'étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificat de nationalité française. Il ne s'agit plus d'établir la filiation de l'enfant. Ça, c'est de la compétence de la Cour de cassation. Il s'agit de savoir si l'enfant peut être français. Et la circulaire de 2013 dit le soupçon de naissance à l'étranger dans le cadre d'une convention de GPA ne suffit pas à refuser la nationalité française. Pourquoi ? Eh bien parce que quelque temps avant, en quelque temps après, on aura l'explication, à travers l'analyse du Conseil d'État,
qui est saisi d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire. Le Conseil d'État confirme la position de la circulaire et la valide. Et il ne se prononce pas sur, là encore, l'état de l'enfant, sur sa filiation, mais seulement sur la légalité de la circulaire au regard de la nationalité française de l'enfant. La seule circonstance que l'enfant soit né à l'étranger dans le cadre d'un contrat de gestation pour autrui, même nul en France, ne suffit pas à lui refuser la nationalité française. Pourquoi ? Eh bien parce que cela conduirait à une atteinte disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée. Il est bien ici question d'intérêt de l'enfant dans le cadre d'un détournement, d'un contournement de la loi par ses parents, d'intention. Alors l'explication, elle vient de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de Strasbourg, qui opère une distinction fondamentale entre les deux droits de l'article 8 de la Convention de 1950, le droit au respect de la vie privée d'une part et le droit au respect de la vie familiale d'autre part. La position des États membres qui refusent la gestation pour autrui ne porte pas atteinte à la vie familiale des requérants, parents comme enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent avoir une vie familiale. Nonobstant le fait que l'enfant ne soit pas retranscrit sur les registres d'état civil du pays d'accueil, sa filiation est établie dans le pays d'origine. Il peut donc avoir une vie familiale. Donc il n'y a pas d'atteinte au droit au respect de la vie familiale. En revanche, le fait de ne pas transcrire au regard de la filiation, quand il y a une réalité biologique vis-à-vis du père, donc de refus de transcrire sa filiation apatrée, quand le père d'intention est aussi le père biologique, porte atteinte au droit au respect de sa vie privée pour l'enfant. Et donc il faut que les États membres, ici la France, fassent évoluer sa position, non pas sur le droit des parents d'intention au respect de la vie familiale, mais sur le droit de l'enfant au respect de sa vie privée, parce que l'enfant vient bien pauvrement, écrivait Charles Fontaine, le poète, il y a plusieurs siècles, n'a pas demandé à vivre cette situation, et au regard du droit, il n'est pas possible que les États, dans leur marge d'appréciation, portent cette atteinte-là au droit au respect de la vie privée. Donc, une position très ambivalente de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale, mais il y a bien une atteinte à la vie privée, non pas pour les parents d'intention, mais pour l'enfant. La Cour de cassation rendra un avis important en 2014 pour un couple de femmes. Le recours à l'assistance à la procréation sous forme d'insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, donc IAD, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère. Ce n'est pas une décision de justice, c'est un avis de la Cour de cassation. Et elle rajoute adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation, mais elle rajoute des conditions. Dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. En revanche, dans une décision d'assemblée plénière du 3 juillet 2015, la Cour de cassation va opérer revirement, donc poussée par la Cour européenne des droits de l'homme, dans deux décisions. L'une est tout à fait importante. Donc, enfant né en Russie, l'acte de naissance établi en Russie n'est ni irrégulier, ni falsifié. Les faits qui sont déclarés correspondent à la réalité. Le père d'intention est père biologique. La convention de GPA ne fait pas obstacle, en dépit de sa nullité en France, ne fait pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance pour l'enfant au nom du droit au respect de sa vie privée. La Cour européenne, sur les mêmes fondements, recondamne la France l'été dernier, droit au respect de sa vie privée et non pas droit au respect de la vie familiale. Le Conseil d'État se prononce aussi ici pour, toujours pas sur la filiation, il n'est pas compétent, mais pour imposer aux autorités consulaires de donner des papiers pour permettre à un enfant ici né en Arménie de traverser la frontière et de venir en France. On ne peut pas s'opposer, les autorités consulaires ne peuvent pas s'opposer sous prétexte que l'enfant est né de GPA dans un pays étranger
parce que la GPA est interdite en France, s'opposer à ce que cet enfant voyage. Donc le Conseil d'État ne se prononce ici ni sur la nationalité, ni sur la filiation de l'enfant, mais bien sur sa liberté d'aller et venir. Alors ces arrêts ne règlent pas toutes les questions, ils ne règlent que les questions qu'on pose aux juridictions. D'autres sont en suspens. La filiation paternelle ne pose pas véritablement dans une GPA de difficulté au regard du droit français quand le père d'intention est aussi père biologique. Mais si le père d'intention n'est pas père biologique, le droit européen des droits de l'homme n'impose pas que le droit interne conduise à la reconnaissance de la paternité. L'expression est impropre, de transcription de la filiation sur les registres de l'état civil. La filiation maternelle est plus complexe encore, puisque mater semper certa est, la mère est la femme qui accouche. La mère biologique n'est pas juridiquement considérée comme la mère. La mère d'intention n'est pas davantage, même si elle est mère biologique, considérée juridiquement comme pouvant être la mère. Alors je conclus avec le dernier arrêt, l'arrêt rendu en janvier dernier, eh bien, qui secoue toutes les bases de ce que je viens de dire, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire Paradiso contre Italie, semble ébranler les fondements de sa propre jurisprudence. Sur cette stratégie de contournement, la Cour nous dit que le principe de subsidiarité qui était utilisé ne permet pas d'offrir la protection de la Convention européenne des droits de l'homme à une situation de fait accomplie en violation du droit interne. Cette stratégie de contournement qui place les autorités italiennes, les autorités françaises devant le fait accompli ne permet pas de faire valoir un droit ex injuria ius non oritur. Un droit ne peut pas naître d'un fait illicite accompli sciemment. Même si la fin de la relation avec l'enfant, puisqu'on a enlevé l'enfant aux parents d'intention ici, n'est pas imputable au requérant qui l'avait accueilli pendant 8 mois, la conséquence de la précarité juridique de la situation est bien liée au comportement, au contournement de ses parents d'intention qui ont adopté une conduite contraire au droit italien en venant s'installer en Italie avec l'enfant né d'une GPA interdite en Italie. Il n'est pas acceptable de brandir les conséquences préjudiciables de ses propres actions illégales comme bouclier contre l'ingérence de l'État italien, nous dit la Cour européenne, nous plongeant dans la plus grande perplexité sur ces questions-là. 2 diapos, Jacques. Comparaison n'est pas raison, mais dans un avis, le Comité consultatif national d'éthique, c'était l'avis 121 sur la fin de vie, a cette phrase qui me paraît être importante et que l'on peut méditer. Déplacer la frontière de l'interdit ne supprime pas la frontière. Déplacer un interdit ne fera pas disparaître l'interdit. Il y aura toujours des personnes qui se tiendront de ce côté-ci et des personnes dont la situation les mettra de ce côté-là. Et donc le droit sera toujours interrogé. Faut-il régler toutes les questions d'une société par le droit? Cela doit-il être? Cela doit-il être muss es sein? Je vous renvoie pour apaiser tout le monde, puisque la musique adoucit les mœurs, au dernier quatuor à cordes de Beethoven. Cela doit-il être? Cela doit-il être? Je rappelle que Beethoven répond: cela doit être. Je vous remercie.